Bonsoir et bienvenue sur Via Stella pour ce numéro spécial consacré aux éditions. On va le refaire parce que j'ai vu qu'il y avait le titre Club de la Presse. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Via Stella pour cette émission spéciale consacrée aux élections territoriales. 3 jours après le deuxième tour, nous revenons sur cette victoire massive des nationalistes de Péagoursiga qui franchissent la barre des 56% des suffrages, un record jamais atteint, vous le voyez, par rapport aux autres forces politiques. Ils obtiennent la majorité absolue en sièges, alors que les deux listes de droite et la République en marche se partagent les autres sièges restants. Pour analyser ces résultats, l'avenir des relations entre l'État et la Corse et le nouveau paysage politique, 3 observateurs avertis sont avec moi sur ce plateau. Thierry Donmigi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant à l'Université de Bordeaux. Merci d'être avec nous. Patrick Vinciguer, vous avez suivi la campagne pour Frewan Samour. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Jean-Vitus Albertini, qui analyse à peu près tout ce qui bouge pour le compte de France 3 Corse. Bonsoir. Alors, on va essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette progression nationaliste. Péagoursiga qui progresse, qui gagne 13 000 voix entre les 2 tours de scrutin à cette élection, donc 11 points de plus. Entre 2015 et 2017, cette progression est de plus de 14 000 voix. Vous le voyez également à l'image. On écoute, avant de débattre ensemble, l'analyse d'Andrea Vazzi, qui est maître de conférence à l'Université de Corse, et on en parle tout de suite après. La fin de la violence en 2014 et la personnalité aussi de Gilles Simeoni, qui est plutôt rassurante, permettent d'agréger des électorats, initialement éloignés du nationalisme, qui sont séduits peut-être avant tout par un style politique qui se veut plus moderne, plus dynamique, qui s'appuie plus sur les réseaux sociaux, qui en tout cas paraît beaucoup plus à même de promouvoir du changement en Corse que ne le sont les forces politiques qui ont détenu le pouvoir pendant des décennies. Ils ont progressé de 15 000 voix en 2 ans. Ça veut dire qu'en 2 ans, ils n'ont pas eu le temps de trop décevoir, pas eu le temps d'avoir des résultats mirobolants, mais aussi eu le temps de convaincre de leur crédibilité en tant que nouveaux gestionnaires de la collectivité territoriale de Corse. Ça a été très important. Et face à eux, il y a surtout des oppositions qui se désagrègent, une déstructuration des réseaux d'élus municipaux et départementaux qui faisaient l'essentiel de la mobilisation électorale pour ces forces politiques-là. Et il est évident que si elles ne parviennent pas à se restructurer, se remobiliser, ces forces politiques risquent de continuer leur déclin. Patrick, les clés de cette victoire, 67 000 voix, plus de 67 000 voix qui transcendent les courants. Comment on explique la recette électorale? Alors, Andrea Vazzi a quasiment tout dit. C'est un vote principalement d'adhésion, avec une figure de proue, Gilles Simeoni, et c'est aussi un vote sanction. Les gens ne veulent plus, comme on le voit ailleurs dans d'autres régions, sur le reste du territoire, ne veulent plus des classes politiques traditionnelles. La gauche et la droite sont balayées. Comme elles sont balayées au niveau national, c'est vrai qu'à Paris, grâce à Macron, ici, grâce à Gilles... Dégagisme, quoi. C'est le pas que du dégagisme, il y a quand même un vote d'adhésion, et pour Macron, et pour Gilles Simeoni. Les gens, Andrea Vazzi l'a dit, et il a raison, ont approuvé les 2 ans de mandature. En tout cas, ils n'ont pas été scandalisés par le résultat, et ils font confiance aux mêmes pour gérer la Corse dans sa prochaine mission, qui est la mise sur orbite de la collectivité unique. Voilà. Donc ça veut dire, sans diluer le discours nationaliste, on va chercher des électeurs qui ne sont pas de la famille nationaliste, Jean Vitus. Évidemment, sinon le score ne serait pas aussi important, et bien à droite et à gauche également. Mais il y a une chose qu'il faut rappeler, on l'avait dit déjà en 2015, au moment de la victoire, au moment où la bascule s'est faite, c'est le fait que c'est autour des propositions et de la démarche nationaliste que se situent toutes les autres forces politiques. Et à cette occasion, à cette élection, ça a été encore pareil. Le débat tournait autour de quoi? L'autonomie, l'autodétermination, l'indépendance.
Corse. Et en face, qu'est-ce que vous n'aviez pas de projet. Vous aviez l'opposition au projet des nationalistes. C'est aussi ça, le fait que les nationalistes ont pu engranger des suffrages supplémentaires. Et puis évidemment, il y a le bilan. Alors, le bilan, c'est un peu difficile au bout de 2 ans, mais en tout cas, ils n'ont pas déçu. Ils ont donné une image de modernité aussi à la vie politique, ce qui n'existait pas auparavant. La stature de responsabilité, puisqu'ils étaient sortants. Oui, et puis bien sûr la personnalité de Gilles Simeone. Il n'est pas sûr que s'il y avait eu un autre tête de liste, le succès aurait été aussi important. Alors on va comparer aussi les scores nationalistes au deuxième tour depuis la création de l'Assemblée de Corse en 1982. Regardez ce graphique en pourcentage des votants, des exprimés. On est là, donc on a atteint un record. Et puis en nombre de sièges également, depuis la création de l'Assemblée de Corse, vous voyez 41 sièges, une majorité absolue, bien sûr, jamais atteinte. Alors Thierry Dominici, sur cette évolution, sur les 35 années, les 40 années de militantisme nationaliste, certains le disaient, des militants, on ne pensait jamais voir ça un jour. Comment ça s'explique, ce long travail militant? Les idées ont infusé, ils ont gagné la bataille des idées? Ben oui, en fait, déjà en 2010, j'avais souligné avec le score qu'avaient pu faire les deux familles nationalistes séparées, qu'on rentrait dans une phase qu'on pourrait formuler ainsi, c'est-à-dire de massification populaire et d'émancipation sociale. Donc c'est une formule que j'emprunte à un professeur tchèque, Miroslav Rohr, qui l'avait fait pour la Flandre, l'Écosse, etc. Et on est véritablement tombé dans cette situation. Pourquoi? Plus que du dégagisme, ce qu'on peut voir aujourd'hui, et après je reviendrai sur les 40 ans, c'est qu'il y a une véritable crise de la participation des partis dits traditionnels. On l'a vu, vous l'avez souligné tout à l'heure avec Macron, le président Macron. On peut le voir avec l'Autriche aujourd'hui, lorsqu'au second tour, on se retrouve avec les Verts et l'extrême droite. On l'a vu avec M. Trump aux États-Unis. Bon, j'arrêterai là les exemples. Donc oui, il y a une crise de la participation des partis traditionnels. Et M. Simeone incarnerait, je dirais, un renouveau, un changement, quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'engagement, comme on l'a dit tout à l'heure, du rassemblement, plus que du dégagisme. Maintenant, sur les 40 années, ce qu'il faut voir aussi, et André, je le félicite pour son intervention, il a raison de souligner que tout part finalement de la démilitarisation. C'est-à-dire qu'au moment où les FLNC, puisqu'on va mettre un pluriel, c'est beaucoup plus simple, ont décidé de se démilitariser, et non pas de se dématérialiser, parce qu'on en retrouve encore en tant qu'entrepreneur. Ils ne font plus peur, et surtout, ils permettent, si vous voulez, ce qui était impossible, qu'on avait déjà tenté en 86, souvenez-vous, l'UPC et le MCA. Puis après, je crois que la meilleure coalition qu'ils ont tenté de faire, c'était pour répondre au MPA, c'était en 92 avec Corse Canadienne. Donc il y a toujours eu cette volonté d'union entre ces deux forces, mais je dirais, ce qui était dérangeant, le caillou dans la chaussure, c'était l'inconditionnalité, comme ils disaient les groupes indépendantistes, à la lutte armée. Aujourd'hui, il n'y a plus de FLNC, il n'y a plus de violence armée. Donc, de fait, on tombe dans ce qu'on pourrait appeler, alors je ne sais pas si le terme est bon ou pas, mais on tomberait dans ce qu'on pourrait appeler le nationalisme institutionnel. Et donc, ça montre cet accroissement, je dirais, électoral. Après, dernier point, oui, il y a bon nombre de gens qui ont voté M. Simeone, non pas par dégagisme, non pas par nationalisme, mais simplement pour un besoin de changement et plus de démocratie. À cela, j'aimerais ajouter, il y a une adhésion sur les idées, mais il y a aussi une adhésion pragmatique, et ça on n'en a pas parlé. Depuis 2015, il ne faut pas oublier qu'ils sont au pouvoir. Et beaucoup de maires qui ont senti le vent du changement souffler, savent à qui ils vont demander, à qui ils demandent aujourd'hui de l'argent, et à qui ils vont demander encore plus demain. Ils vont vers la gagne, ils vont vers la collectivité unique. Et j'irai plus loin pour ce que dit Jean-Vitus tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, si on ne veut pas être has-been, entre guillemets, pour un politique, mais il faut être au minimum régionaliste. C'est-à-dire que de fait, on rentre dans leur ligne. C'est-à-dire que quand je parle de massification, c'est que ça part du régionalisme pour aller jusqu'au séparatisme, qui serait encore plus lointain, plus radical que l'indépendantisme. Donc de fait, aujourd'hui, pour être finalement un bon entrepreneur politique corse, il faut parler vraiment de la Corse. On l'a vu dans l'offre politique, et avec notamment M. Mondolone, qui s'est désigné lui-même régionaliste de... Et ils ont tendance à le devenir encore plus. On l'a vu avec l'intervention de Laurent Marcangeli ces jours-ci. Il parle de partis transpartisans. Même le transcourant. Même le FN s'est déclaré corsiste. Et a déclaré... Donc il y a une contamination générale, enfin c'est du pragmatisme. Oui, ben c'est de la politique. Sur le score de 56%, est-ce qu'on le retrouve également dans d'autres régions de France? C'est un record aussi par rapport à ce même type de scrutin dans l'ensemble du pays? Ben oui, alors
alors je ne sais pas si on le retrouvera dans d'autres régions de France, mais ce qui est assez étonnant, c'est que ces 57%, déjà il ne faut pas oublier qu'au premier tour, le nationalisme fait 55, enfin 54. Voilà, si on ajoute 52, 53, voilà. Bon, 52. Ce qui est déjà au-dessus de... et ils auraient dû, s'ils étaient unis, chose qui était improbable, bien sûr, ils auraient pu déjà gagner dès le premier tour. Donc aujourd'hui, oui, les 55, c'est plus un vote d'adhésion autour d'un seul homme, peut-être, M. Simeone. Peut-être qu'il était peut-être la figure de proue, le catalyseur de ce phénomène. Peut-être parce qu'il n'avait pas de parti politique. Aussi parce qu'il s'engageait, c'était plus un club qui était derrière lui, un groupe de gens plus qu'un parti. Et donc les gens étaient beaucoup plus rassurés. Et puis il y a aussi, bien sûr, l'image tutélaire du père. Donc tout ça faisant, ça nous donnait, alors excusez-moi pour l'expression, mais je préfère plutôt cette expression à celle de dégagisme, ça nous donnait un Macron à la sauce corse. Quoi. Alors on aura une majorité absolue pour la première fois, Jean Vitus. Est-ce que c'est bénéfique, y compris pour la majorité, ça peut créer un problème, c'est-à-dire qu'ils seront très limités au niveau de l'opposition pour stimuler la majorité. Il y a toujours le danger d'hégémonisme, évidemment. Quand vous êtes aussi nombreux dans une assemblée qui est quasiment une assemblée introuvable, vous avez cette tendance-là à vouloir concentrer tous les pouvoirs. En plus, avec la collectivité unique, c'est ce qui va se passer au niveau de l'ensemble de la Corse. Et vous avez peut-être aussi tenté d'avoir moins d'écoute vis-à-vis de votre opposition. Alors ce danger, il existe, c'est certain. D'un autre côté, avec une telle majorité, vous pouvez avancer. Et vous pouvez avancer vite dans le développement de votre politique, en particulier dans le cadre de la mise en place de la collectivité unique, parce qu'il va falloir passer quand même au-dessus des lourdeurs des deux structures départementales, et ce n'est pas rien. On les a connues pendant des décennies, on sait comment ça fonctionne, et il va falloir que le nouvel exécutif mette, je ne dirais pas tout le monde au pas, parce que ce ne serait pas très, très sympathique pour les gens qui y participent, mais il va falloir avancer vite et changer un certain nombre de pratiques. Ça peut avoir un avantage, cette majorité absolue. Maintenant, nous verrons, les élus nationalistes sont au pied du mur, on verra bien ce qu'ils vont faire. Mais ils n'ont pas énormément de temps non plus pour le faire. Ils ne pourront pas dire dans 3 ans, avec les pleins pouvoirs et le roi de Corse, je sais que ça ne plaît pas beaucoup à Gilles Simeone, et après, on n'a pas pu faire. Évidemment, dans 3 ans, ils seront comptables de leur bilan. Oui. Après, techniquement, c'est dangereux, c'est-à-dire, entre guillemets, au niveau de la démocratie. Surtout, ils auront tous les pouvoirs en main. Lorsque vous dépassez les 56-57%, c'est la théorie de Giovanni Sartori, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut presque voir, quand on obtient ce score, on peut se retrouver non pas vers un plus de démocratie, mais vers un moins, c'est-à-dire avec un système non compétitif. Donc ça, en tant que politologue, c'est ma petite inquiétude. Mais bon, pendant 2 ans, ils ont... Vous avez des élections tous les 3 ou 4 ans, voilà, ça va, il n'y a pas de risque. Si c'était sur 5-6 ans, là, on pourrait dire, ça peut être dangereux. Bon, là... Alors ce score, notamment, on l'a beaucoup dit dans les analyses, et notamment ceux qui ont perdu cette élection, c'est vrai, la participation était très faible, là aussi historiquement faible. Regardez ce taux d'abstention comparé, là aussi, depuis la création de l'Assemblée en 1982, donc on a atteint un pic d'abstention à 47%. Mais malgré tout, ce qu'on peut relever, et vous allez voir, c'est qu'en pourcentage des inscrits, en 2017, PA Goursiga pèse plus que la gauche en 2010 ou que les deux listes de droite qui avaient remporté l'Assemblée en 2004. Alors, est-ce que la légitimité, du coup, n'est pas en question? Comment faut-il lire ce résultat au niveau de l'abstention? Le taux d'abstention répond à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à cette crise de la participation. C'est-à-dire que les gens ne se reconnaissent pas dans les propositions et donc de fait ne vont pas voter. Le deuxième cas aussi que j'ai pu noter dans mon terrain, parce que comme vous savez je travaille sur la Corse et notamment sur la jeunesse, par exemple par rapport à la jeunesse, bon nombre de jeunes m'ont expliqué qu'ils n'allaient pas aller voter au premier tour parce que bon après tout c'était fait et que donc ils allaient décider au second tour. Et parmi les jeunes nationalistes, certains avaient du mal à choisir pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire qu'ils devaient faire un vote, si vous voulez, je dirais, véritablement de renforcement du nationalisme institutionnel, mais de l'autre côté, ils se sentaient plus proches du Rénov', et plutôt que trancher, ils ont préféré ne pas aller au premier tour. Et puis, nos villages. C'est-à-dire que pas mal de gens ne sont pas allés voter ce dimanche-là parce qu'il neigeait un peu partout. Et ils se sont dit, après tout, on votera... Pourtant, dans le rural, la participation, de manière générale, a été très élevée. Voilà. La participation est historiquement faible, et ça, c'est à relever à Ajaccio et à Bastia, et particulièrement dans les quartiers populaires. Et ça, ce sont des chiffres inquiétants qui ne remettent pas en cause, évidemment, la légitimité des vainqueurs. Mais prouvent la crise de la participation. Prouvent une certaine crise. Et quand on est responsable politique, et c'est pour ça que
le soir des élections, je me suis adressé aux nouveaux responsables. C'est eux qui ont le pouvoir et qui devront répondre à cette inquiétude. On ne peut pas répondre quand son slogan de campagne a été « On paese d'ava, un pays à construire ». On ne peut pas se satisfaire qu'un Corse sur deux a préféré rester à la maison regarder un énième hommage sur Johnny Hallyday plutôt que d'aller voter. En même temps, on vient dans des taux qui sont ceux de la France entière, puisqu'on Oui, était tout à fait. au-dessus. Il y a des régions aussi qui sont conjoncturelles. Vous avez 3 élections dans la même année, vous pouvez penser qu'au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude. Il y a eu une lassitude des hommes politiques, parce que vous avez vu, on a vu que cette liste, c'est un record, lors de cette élection. On peut penser que l'électorat aussi a une forme de lassitude. Parce que si on regarde le tableau qu'on a vu tout à l'heure concernant l'abstention, il y a une très forte participation en 2004. Pourquoi en 2004 ? Parce que, entre autres, il y avait 19 listes en concurrence. Si vous aviez 19 listes cette fois-ci, la partie de l'abstention n'aurait pas été de 47%. Alors ça, ce sont des régions conjoncturelles. Il y a aussi, évidemment, des régions il faut noter aussi la victoire de 2015. C'est-à-dire que la victoire de 2015, c'est la victoire des nationalistes, mais surtout, c'est la victoire du nationalisme contre ce qu'on pourrait appeler les chefs de clan, le clanisme. Et donc certaines personnes se retrouvent en fait finalement sans chef de clan, sans groupe traditionnel. On ne peut pas ne pas être interpellé par la faiblesse de cette participation. Oui. Et on ne peut pas dire, c'est comme dans toutes les autres régions, quand on prétend être une région avec un enjeu aussi important, la création de la collectivité unique et la revendication d'un statut d'autonomie, on paese d'ava, on ne peut pas se comparer à la Creuse. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que ça, ça ne met pas en cause la légitimité de leur élection, mais de la validation de leur projet d'autonomie? Ça ne remet même pas en cause la validation de leur projet d'autonomie. Ça les oblige à répondre à cette inquiétude quand ils seront au pouvoir. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. On ne va pas interpeller sur cette question Jean-Martin Mondolone ou Jean-Charles Lorsucci ou Valérie Beaud. C'est eux qui sont au pouvoir aux manettes aujourd'hui. C'est à eux de répondre. Mais c'est vrai, ce qui est significatif, c'est l'abstention essentiellement en grande partie dans les quartiers populaires. Là, ça pose problème. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation sociale, ça veut dire que l'exclusion, ça veut dire que la pauvreté ont sans doute joué un rôle. Et c'est par rapport à ces phénomènes-là qu'il faudra que les nouveaux tenants de la collectivité territoriale apportent des réponses. Et on peut dire que dans ce domaine-là, qui a failli d'abord, c'est toute la gauche. Tout à fait. Alors, un mot sur la Parce qu'on ne peut pas reprocher aux nationalistes de ne pas avoir mobilisé. Ils ont mobilisé. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir et c'est eux qui doivent répondre. Alors un mot sur la répartition des pouvoirs à venir au sein de l'exécutif. Là aussi, c'est les tendances du nationalisme qui vont donc se répartir le pouvoir, à savoir l'ancien INSAM, le PNC et Corsica Libre. Gilles Simeone entend garder 6 sièges sur 11 pour avoir la main, c'est ça, Jean-Vitus Alberti, selon nos informations? C'est ce qui se dit selon nos informations. C'est évidemment Gilles Simeone qui aura la main sur l'exécutif, il aura la majorité. Je pense qu'il aura aussi la majorité sur le groupe à l'Assemblée de Corse. Il y aura certainement 2 groupes. Il y aura un groupe Corsica Libre et un groupe INSEM. Et dans ce groupe FEM à Bourse, et dans ce groupe-là, il y aura une majorité d'élus de tendance de Gilles Simeone. Mais ça, ce sont les petits ajustements au sein des partis. Alors, ce qui va maintenant intéresser les électeurs et cette majorité nationaliste, c'est le regard de l'État, le dialogue avec l'État. Alors, le score massif va-t-il infléchir la position de l'État? Va-t-il créer un début de discussion? Alors, on écoute le Premier ministre qui a répondu hier à l'Assemblée nationale sur cette question. Un premier élément de réponse, on en discute tout de suite après. Le gouvernement, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, sera évidemment attentif dans la période qui s'ouvre à ce que les compétences prévues par la loi et ouvertes à la nouvelle collectivité qui va se mettre en place soient pleinement exercées. Il y aurait quelque chose de baroque, reconnaissez-le avec moi, monsieur le député, à avoir fait voter une loi qui transforme les compétences d'une nouvelle institution et, avant même qu'elle ne soit exercée, à considérer qu'elle serait par nature insuffisante ou exercée de façon insatisfaisante. Le deuxième élément, c'est qu'il me paraît que la Corse peut être un terrain d'application privilégié de la logique que nous voulons engager avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire d'une logique fondée sur la discussion et qui permet, dès lors que des initiatives sont prises, dès lors qu'elles sont conformes au cadre constitutionnel, de confier une forme d'autorité à ces collectivités pour exercer des compétences spécifiques. Le président de la République a souvent utilisé cette formule de pacte girondin. La Corse peut être un territoire privilégié pour tester et mettre en œuvre ce pacte girondin.
Alors aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui a répondu à la question de Jean-Félix Acquavive, le député nationaliste, sur l'autonomie, sur la volonté d'aller plus loin. Donc une réponse un petit peu dans le même style, en disant, en gros, occupez-vous déjà des problèmes des déchets, des incendies, nous décentraliserons, mais en même temps, nous voulons rassembler notre nation. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est plutôt mal parti, cette histoire. Mal parti, je ne sais pas. Je dirais plutôt que ce sont les premiers balbutiements en fait de cette histoire. La réponse est assez extraordinaire parce que, si j'entends bien, on confond statut institutionnel et décentralisation. Aujourd'hui, la nouvelle collectivité a besoin de plus de compétences, c'est un fait. C'est un fait indéniable et c'est une demande aussi citoyenne. Donc je ne vois pas pourquoi, dès le 1er janvier, on ne pourrait pas offrir ou donner un peu plus de compétences encore à cette institution sans pour autant faire une révision ou je ne sais quoi. Hier, André Faz, il prenait le cas avec la Catalogne à votre antenne, comparait la Catalogne et le cas français. Il expliquait bien que la Catalogne avait un droit constitutionnel beaucoup plus strict, beaucoup plus fermé, beaucoup moins ouvert que le droit français. Donc le droit constitutionnel français nous permet de donner plus de compétences aux régions, parce que je vous rappelle que les régions n'ont pas la compétence de la compétence, c'est ça la fameuse formule. Et donc après tout, une collectivité unique, c'est plus une collectivité locale, c'est plus une collectivité territoriale. Donc pourquoi pas avoir plus de compétences? D'autant plus que les exigences, je dirais, de la majorité institutionnelle aujourd'hui, enfin du nationalisme institutionnel, porté par le nationalisme institutionnel, ce n'est pas non plus quelque chose d'assez de révolutionnaire. Ce qu'on demande, c'est simplement de mieux fonctionner en raison de l'insularité, en raison des principes liés à l'insularité, et après, bien sûr, il y a les fondamentaux. Alors, je vous propose, justement, vous en avez parlé, d'écouter la position, l'analyse d'André Faz sur ce thème, avant de donner la parole à mes confrères. Aller vite en besogne serait hasardeux, même dramatique. Je veux dire, là, les nationalistes doivent chercher à convaincre un gouvernement, je veux dire, sachant que les principes unitaires de la République française sont en jeu à travers leurs demandes, ils doivent convaincre aussi une opinion publique qui est souvent irrité par le cas de la Corse. Je veux dire, c'est aussi un héritage de 40 années de violence clandestine, et aussi convaincre d'autres forces politiques, parce que le gouvernement n'a pas la majorité des 3/5 indispensable à la révision de la Constitution française. Il faut savoir se projeter à plus long terme, ça c'est certain. Ce qui est tout aussi certain, c'est lorsque vous demandez à quelqu'un en face de vous de renoncer à certains de ses principes, il faut être prêt à renoncer à certains des siens. Et ça, ce sera extrêmement difficile. Alors Jean Vitus, il y avait eu hier les propos de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, assez fermés. Il y a ceux du Premier ministre. Quelle lecture faut-il en faire? Oui, là, les propos du Premier ministre, c'est assez étrange parce qu'il mélange un peu tout lorsqu'il explique qu'on n'a pas encore transféré déjà un certain nombre de compétences et on passe déjà à autre chose. Non, mais il n'y a pas de transfert de compétences, absolument pas. Il n'y a strictement aucun changement. C'est juste l'agrégation de compétences des départements pour la collectivité territoriale. C'est exactement ça, il n'y a pas de compétences. Et j'ajouterais même que, contrairement à ce qu'on raconte, l'Assemblée de Corse, la collectivité, n'a strictement aucun pouvoir. Elle n'a aucun pouvoir d'adapter la loi. Théoriquement, oui, mais à chaque fois qu'elle a fait des demandes, ça a été rejeté, et il n'a pas le pouvoir de faire des lois. C'est justement tout l'enjeu du débat. Maintenant, concernant l'ouverture de ce dialogue, bon, on peut avoir une vision optimiste, c'est-à-dire que chacun campe sur ses positions. C'est-à-dire, il y a eu le résultat côté nationaliste, important, avec une position de force en Corse. Puis de l'autre côté, le gouvernement qui aura sa posture en disant non, on ne cédera sur rien. C'est le début du dialogue. Et puis ensuite, ça va commencer et les uns et les autres vont avancer sur les positions. Et comme d'habitude, dans tout dialogue qui se fait, j'imagine pas qu'il ne puisse pas y en avoir d'ailleurs. Ça paraît assez impossible. Eh bien, il y aura des positions médianes qui seront trouvées. Ça, c'est la logique de la politique. Alors, il y a une Madame Corse qui a été nommée, hein, on va la voir à l'image, c'est Jacqueline Gouraud, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Elle a été donc désignée hier, elle débutera sa mission avec l'installation de la future collectivité unique en janvier. Ancien maire, ancienne sénatrice du Loir-et-Cher. Patrick, vous l'avez eu au téléphone d'ailleurs dans une interview. Je l'ai vu au téléphone, elle s'est refusée à parler de tout ce qui concerne les fameuses lignes rouges de Manuel Valls qui sont toujours là, c'est-à-dire la co-officialité, l'amnistie, le statut d'autonomie, le statut de résident. On n'en parle pas, on ne parle pas des choses qui fâchent. Et moi, je suis moins optimiste que Jean Vitus Albertini. J'ai l'impression de revivre un remake
de 2015. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 13 décembre, les nationalistes sont élus, c'est historique. Le 18 janvier 2016, ils sont reçus par Manuel Valls. Et j'ai retrouvé les propos de Gilles Simeone au sortir de cette réunion. Il a dit, c'est fermé à double tour. Donc voilà. Et là, j'ai l'impression, c'est peut-être même pire parce que j'ai le sentiment qu'ils ne connaissent pas vraiment les dossiers. La réponse, qu'il y a un amateurisme et une méconnaissance de l'accord, c'est vrai. Et quant à la question de Jean-Félix Acquavive aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui l'interroge sur un statut d'autonomie, on répond d'abord videz vos poubelles et éteignez vos feux. Après, on parlera d'autres choses. Je trouve que c'est presque désinvolte. Et y compris le choix du ministre, sans vouloir l'offenser, c'est pas un ministre de premier plan. C'est non seulement pas un ministre de premier plan, mais en plus, lorsqu'il y a eu le débat. Gérard Collomb, oui, quand même. Non, je parle de Mme Gourdeau. En 2015, lorsqu'il y a le débat au Sénat sur la ratification de la Charte européenne des langues, qui n'est quand même pas une mesure révolutionnaire, qui est montée au créneau, en particulier dans l'opposition, pour s'opposer à cette charte, Jacques Mézard, qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture, et Mme Jacqueline Gourdeau. J'irai plus loin, excusez-moi de vous couper, mais moi, ce qui me dérange en tant que politologue, et je vais citer M. Seymour, qui a été invité à l'une de nos universités populaires il y a quelques jours, où on a traité la question de l'autodétermination. Donc Michel Seymour, qui est professeur à l'Université de Montréal, donc rien à voir avec la Corse, etc. Lui, ce qui l'a étonné, c'est de voir que, aujourd'hui encore, c'est le ministre de l'Intérieur qui discute avec la région. Alors que, sauf erreur de sa part, je le dis en souriant bien sûr, il avait cru comprendre qu'il n'y avait plus de forces armées, donc ce n'était pas son rôle, c'est plutôt le rôle du Premier ministre, c'est-à-dire que là on peut parler d'institutions, on ne doit plus parler d'aménagement, de négociation, de je ne sais quoi. Et là encore, aujourd'hui, on est M. Jean-Félix Acquavive est obligé, presque contraint, d'interroger, de parler avec le ministre de l'Intérieur. Ce matin sur RMC, il demande que le président de la République lui-même ouvre les débats. Alors voilà, selon mes collègues donc mondiaux, comme M. Seymour, qui travaille plus sur la question catalane, c'est son grand étonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, logiquement, c'est de la démocratie, c'est de la décentralisation, et donc logiquement, le président de l'exécutif doit discuter avec le président de la République ou le Premier ministre, mais pas avec le ministre de l'Intérieur. Sauf si, alors peut-être, on aurait encore quelques encagoulés ici et là, mais à ma connaissance, non. Alors, face à ces réticences, où on verra bien ce que ça donne, et c'est encore très tôt pour en parler, mais on voit déjà que Jean-Guy Talamogne a changé un petit peu de discours. Il disait déjà dès lundi, on fera le tour des capitales européennes. Il avait déjà dit en 2015, mais cette fois, il dit autre chose, il dit on ira dans la rue, on descendra dans la rue. Et on essaiera de créer les conditions d'une mobilisation populaire face aux niettes consécutifs. Mais là encore, vous avez vu comme ça a été interprété. C'est-à-dire aller dans la rue pour le continent, c'est aller dans la rue avec des cocktails Molotov et de la violence. Donc quand les Corses descendent dans la rue, c'est jamais... Alors c'est vrai que l'exemple, on n'est pas catalan malheureusement. Voilà, c'est pas la Catalogne. C'est pas la Catalogne. Mais les dernières grandes manifestations qui ont eu lieu sur notre île étaient des manifestations pacifistes et qui étaient plutôt sur la dette. Est-ce que c'est la stratégie Gilles Simeone et le gentil et Talamogne le méchant, en gros ou... Ça, on verra l'usage. Mais enfin, ce qui est quand même assez extravagant dans cette affaire, c'est que Macron dit à propos du social que c'est pas la rue qui gouverne. Bon, admettons, c'est pas la rue qui gouverne. Le problème, c'est que c'est pas les urnes non plus, visiblement. Puisque si on n'entend pas le message qui a été envoyé quand même à 3 reprises maintenant, et à chaque fois avec une ampleur accrue, on se demande quelle est la possibilité de faire avancer les choses. Ou alors on laisse les choses en l'état, mais à ce moment-là, si on veut revenir à des situations qu'a connues la Corse depuis 40 ans, je ne vois pas franchement l'intérêt pour la Corse, évidemment, mais pour l'État aussi. Mais moi, je me demande où est la marge de manœuvre pour discuter, pour reprendre un peu les propos d'Andrea Vaz, parce qu'il dit qu'évidemment, une révision constitutionnelle, c'est compliqué pour Emmanuel Macron. Il n'a pas la majorité des 3/5 pour le Congrès. Il ne va quand même pas organiser un référendum, ce qui aurait été une autre solution pour modifier la Constitution pour la seule Corse, ce qui avait été fait, en revanche, pour la Nouvelle-Calédonie en 1988, avec une participation historiquement faible là aussi. Je crois qu'il y a un Français sur 3 uniquement qui avait voté. Donc, pour répondre aux revendications nationalistes, toutes celles qu'on a énumérées, inventoriées, l'amnistie. Bon, l'amnistie, il ne faut pas de révision constitutionnelle, il suffirait d'une loi du Parlement, mais on sait très bien que ce qui pose problème, ce sont les 3 membres du commando Erignac pour un éventuel rapprochement. Ensuite, la co-officialité de la langue corse, évidemment, il faut réviser la Constitution, le statut de résident et le statut d'autonomie aussi, si l'on considère
que c'est un statut d'autonomie de plein droit avec pouvoir législatif. Mais on peut très bien... Pardon. Si vous dites qu'il n'y aura rien. Si on est... Non, je dis que c'est compliqué, que la marge de manœuvre est étroite et comme le dit André Avaz, il faudra aller vers des compromissions. Mais il a raison. Des compromis, exact, sur ces sujets fondamentaux. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels il devrait y avoir quand même des avancées. Lorsque vous refusez cette taxe sur les camping-cars, qui est quand même pas une révolution, il ne faut quand même pas exagérer. Lorsque vous refusez la zone franche pour les zones de montagne, c'est pas non plus une révolution. Lorsque vous refusez d'accorder aux agriculteurs le prise en charge du transport du foin à cause de la sécheresse, c'est quand même une manière de placer le dialogue de façon un peu étrange. On essaye plutôt d'apaiser les choses. Sur ces sujets-là, je ne pense pas que l'État puisse faire une opposition systématique. Le statut de 2002 déjà, l'adaptation des lois et l'appliquer, c'est ce que dit un peu le Premier ministre. Oui, mais ça s'est fait à 40 voir ce qui ne fonctionne pas, voir ce qui ne fonctionne pas et le faire fonctionner. 40 demandes, aucune n'a été acceptée. On pourrait aussi imaginer un référendum d'autodétermination locale. On n'en parle jamais alors que c'est dans les textes. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer ce référendum donc que sur le plan local et prendre un petit peu la mesure. Ça aurait valeur de référendum ? Oui. C'est la loi, c'est ce Le processus d'autodétermination, comme le connaît, il est en cours, il va s'achever en 2018, de la Nouvelle-Calédonie, c'est passé par un référendum au niveau national. Oui, mais on peut le faire aussi d'autodétermination locale, c'est dans les droits. Alors c'est vrai que c'est plus, on l'a fait pour plutôt, je dirais... Si ça a la valeur de l'aéroport, par exemple, de Nantes, non. Enfin de... Voilà, après c'est ce que la valeur que va en donner le législateur en suivant. Mais même ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, je dirais, pour ces 57% de votants, cela ramènerait peut-être un peu plus d'espoir dans l'avenir. Et ça donnerait une certaine posture et position à suivre pour nos élus. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette... excusez-moi de revenir sur cette université populaire, mais j'avais la chance aussi d'avoir invité M. Malos, qui, comme vous le savez, est le 30e président du Conseil économique et social. Et il a montré quoi? Il nous a simplement expliqué qu'aujourd'hui, par exemple, sur le plan européen, il n'y a rien. Et donc, de fait, s'il n'y a rien, il y a tout à construire. Et donc, on pourrait même imaginer, via je dirais, puisque vous parliez d'aller dans les grandes capitales européennes, etc., donc imaginer que dans ce cadre-là, moins institutionnel, mais plutôt plus symbolique, de répondre aux questions actuelles qui sont des questions intrinsèquement liées aux États unitaires. C'est-à-dire que ce soit la Corse, que ce soit la Catalogne ou nous en Corse, c'est la même question. On veut plus d'autodétermination interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire simplement vouloir vivre ensemble avec certaines valeurs sans pour autant faire des révisions constitutionnelles. L'autodétermination interne n'est pas un statut. C'est une situation sociale ou sociétale. Et donc celle-ci, elle peut s'obtenir, par exemple, par rapport à... Pour le cas français, c'est pour ça que hier, André soulignait vraiment que la Catalogne, le droit constitue est beaucoup plus strict, beaucoup plus fermé, le nôtre est plus ouvert. Et comme je vous le disais, il y a notamment l'article de la Constitution qui permet le référendum d'autodétermination locale. Alors, sur le concept d'autonomie, on a entendu pendant les débats, il y a divergence. Jean-Martin Mondolone, il ne met pas la même chose derrière ce statut que Gilles Simeone qui dit qu'il faut qu'on fasse notre loi, en tout cas sur tout ce qui n'est pas régalien. Est-ce que là, il faudra trouver aussi un consensus en Corse au sein de l'Assemblée d'abord? Je pense que ça va commencer là, mais ça a déjà commencé. Il ne faut pas oublier quand même la mandature de 2010 à 2015, où un certain nombre de choses ont été votées, où le travail qu'a fait en particulier quelqu'un comme Pierre Chaubon, dont d'ailleurs on peut regretter l'absence dans la prochaine Assemblée, sur la commission législative et réglementaire. Il y a un certain nombre de revendications qui ont été votées, un certain nombre de propositions. La définition après du statut de l'autonomie, bien sûr, il faudra sans doute la compléter avec cette nouvelle Assemblée de Corse, mais sur l'essentiel, les thèmes et les transferts de compétences, on sait ce que c'est. Tout ce qui est régalien reste du domaine de l'État, et pour le reste, la zone de compétence de l'Assemblée territoriale, avec la possibilité d'avoir ce pouvoir d'adaptation législative. C'est pas tellement Jean-Martin Mondolone, il est régionaliste. Régionaliste, c'est 1969 avec De Gaulle, et c'est 72 l'installation de la région en France. Bon, ça date un peu, tout ça. Donc il faudra peut-être je crois que M. Mondolone veut un statut d'autonomie dans le cadre français. Ça voudrait dire qu'on pourrait l'avoir dans un autre cadre. Vous voyez, c'est ça que je ne comprends pas trop. C'est pas très clair. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait être autonome aussi dans le cadre allemand. Une véritable autonomie, c'est avec un pouvoir législatif, sans quoi ce n'est pas de l'autonomie. Mais c'est pour ça que l'autodétermination interne, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, c'est pouvoir élargir nos compétences sans pour autant être totalement autonome. Dans les tomes, en particulier en Polynésie, ça existe. Mais c'est pas dans le cadre du fameux article, je m'adresse
s'adresse aux juristes du fameux article 74. 74, ça, c'est ce que voulait d'ailleurs à un moment donné Concol, la Concol, c'est-à-dire là c'était faire entrer la Corse dans le cadre des TOM et des DOM, tout en restant européen comme les DOM et les TOM, parce que les gens pensent qu'on oublie, mais la France, donc elle est sur l'ensemble mondial, et donc tout ce qui appartient à la France appartient à l'Europe, enfin dans le cadre européen. Et donc c'était le projet de la Concol. Là, l'autre article, c'est plutôt comme on l'a fait pour les Comores, comme on l'a fait pour la Polynésie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez plus d'autonomie, pas d'autonomie? Donc on appelle ça le référendum d'autodétermination locale. La Polynésie a le pouvoir de faire la loi. Oui. Alors justement, ce qui inquiète notamment quand on parle d'autonomie et de transfert de compétences législatives, c'est le poids que pourrait avoir la criminalité organisée, notamment en faisant pression sur les élus. On l'a vu, l'actualité récente nous l'a montré. Quand on entend Gérard Collomb nous dire qu'il faut s'occuper des poubelles et des feux, on peut lui dire qu'il faudrait s'occuper du crime organisé. Là, c'est une compétence régalienne qui est cruciale. Mettre un statut d'autonomie en place sans avoir réglé ça, Jean Vitus. L'essentiel du problème, c'est celui-là. Le meilleur rempart contre l'autonomie, c'est ça, c'est ces dérives mafieuses, c'est ces dérives de grand banditisme. Mais ça, il y a un acteur principal qui doit en priorité s'en charger, c'est l'État. Là, ça ne relève pas du tout de l'Assemblée de Corse. C'est du domaine que de l'État. Pas du tout les élus, à part quand ils en sont victimes, mais ils n'ont aucune prise là-dessus. Il se trouve que malheureusement, et à la lecture d'un certain nombre d'articles de journaux, visiblement la police sait énormément de choses, connaît beaucoup de choses, mène des enquêtes. Pourquoi tout cela n'aboutit pas? Là, on peut se poser la question. Ce sera un enjeu, Patrick, là-dessus, puisqu'on a vu la pression sur les élus. Dans la campagne, on a parlé, y compris chez les nationalistes, à droite, à gauche, il y a des gens qui gravitent autour. Et ça peut être une dérive qui n'est pas forcément illégale. On peut considérer qu'il y a un glissement aujourd'hui. Les nouveaux patrons de la Corse, il y a des groupes financiers qui prennent de plus en plus de poids et qui font le développement de l'île, même si ce développement ne correspond pas à ce que... Plus de pouvoir que les politiques, des fois, sur certains dossiers. On a le sentiment, des fois, ils suppléent d'ailleurs la collectivité publique en faisant des ronds-points dans la nuit. Alors, on va parler de l'opposition, des forces d'opposition, donc d'abord de la droite. On va voir l'évolution de la droite qui est en recul depuis 2015, qui avait choisi de faire de liste, y compris au deuxième tour. Elle perd 3700 voix. Alors, Jean-Martin Mondolone remporte le leadership de la droite. Jean Vitus, est-ce qu'il incarnera ce renouvellement que tout le monde appelle de ses voeux, en tout cas, dans la famille libérale? Il a réussi son double objectif. Alors, je ne sais pas lequel est le premier et le second. C'est celui d'être le chef de l'opposition et le chef de la droite. On peut dire qu'il a bien réussi. Maintenant, il va devoir prouver qu'il est véritablement le rassembleur de l'ensemble de la droite. À mon avis, ça va être un peu compliqué pour lui. Il a changé d'image, c'est vrai. C'est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a des compétences. Le problème, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il soit encore en mesure déjà de changer le logiciel de la droite. C'est-à-dire que quand même, regardez, depuis 2010, la droite n'est plus au pouvoir. Ça fait 7 ans qu'elle est dans l'opposition. Est-ce que vous avez vu une démarche nouvelle de ces colistiers, des partis de droite en Corse? Non. Pour l'instant, ça n'a pas changé. On est toujours sur le même registre, que ce soit dans le domaine de l'environnement, sur le PADUC, sur le développement économique. Ça ne change pas. Jean-Martin Mondolone, son rôle, il va avoir 3 ans pour le faire, ça va être de rénover cette opposition au fond, c'est-à-dire avoir une autre démarche programmatique, avoir une autre démarche tout court pour symboliser l'alternance qu'il prétend porter. Ça ne va pas être facile pour lui parce qu'il est encore entouré d'un certain nombre de caciques de la droite ancienne qui, ceux-là, ne tiennent absolument pas à le céder ni le pouvoir, ni le fond politique qui les a fait être au pouvoir pendant 50 ans. Est-ce que la disparition des départements, on a dû recaser, on l'a dit entre guillemets, beaucoup d'élus, ça a rendu compliqué ce renouvellement pour ce scrutin-là en tout cas? Sûrement, ça a dû jouer. Mais ce qui a surtout joué, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la défaite de 2015. C'est-à-dire que la droite qui était basée véritablement, comme le disait M. Sarkozy, il fallait cheffer. Vous savez, vous vous rappelez, il a inventé un verbe extraordinaire. Donc nous, en Corse, nos chefs de clan savaient très bien cheffer. Et donc ils se retrouvent, comme vous l'avez dit, Jean Vitus, finalement, depuis 7 ans, sans pouvoir. Et moi, ce que j'ai noté dans la campagne, parce que M. Mondolone a quand même fait une belle campagne. C'était pas facile comme campagne. Il fallait qu'il se repositionne à droite. Il fallait qu'il montre qu'il n'était pas... un nouveau chef de clan, mais plutôt un homme d'appareil, sans appareil.
ce qui n'est pas facile. En gros, il pilote un avion sans avion, donc c'est un peu compliqué. Et il devait aussi s'inscrire dans la démarche, comme on l'a dit tout à l'heure, plus ou moins nationalo-autonomiste ou régionaliste. Il aurait pu prendre le terme de localiste, mais ça ne voulait plus dire grand-chose. Donc il est revenu sur des bases un peu plus républicaines. Tout à fait. Dans le Voilà. discours. Alors après, vous savez, ce qui m'inquiète un peu dans le discours commun à tous, c'est qu'on s'est retrouvé avec une sorte d'opposition républicain-autonomiste. Ça voulait dire que les autonomistes n'étaient pas républicains. Enfin, moi, si vous voulez, ça m'a un peu choqué. Oui, voilà, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Ou alors, je ne sais pas ce que ça veut dire républicain. Mais alors, ça voudrait dire que M. Claude Olivès m'a mal enseigné la science politique. Donc, voilà, aujourd'hui, M. Mondon cherche, comme l'a dit Jean Vitu, un renouveau dans un discours neuf. C'est un peu du séméoniste de droite, hein. Je crois qu'on peut s'amuser à dire ça. Hein. Et, sauf qu'il n'a pas l'appareil, il n'a pas fait derrière. Et de l'autre côté, les Républicains avaient choisi Valérie Boz. Là aussi. Mais quand on voit, Sébastien, l'état des Républicains au niveau national, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe en Corse. Tout à fait. On ne doit pas échapper qu'il y a des démissions, que Laurent Wauquiez a été élu, mais il y en a qui s'en vont déjà, et pas des moindres. Xavier Bertrand, Alain Juppé ne le soutient pas. Donc ici, c'est un peu à l'image. Et ça va poser un problème, parce que, comme d'habitude, la droite comme la gauche, d'ailleurs, avait toujours la référence, c'était à Paris avec les états-majors. Alors Jean-Martin Mondolin dit non, mais moi je suis hors état-major. Bon, ça, quand on est dans l'opposition, oui, quand on accède au pouvoir, c'est une autre affaire. Mais il n'y a plus aujourd'hui cette référence. Il n'y a plus ce relais avec Paris. Ça va compliquer sa tâche très sérieusement. Puis on a vu les fiefs. Gilles Simeone est en tête à Calvi, il est en tête à Borgo, il est en tête à Porto Vecchio, à Ajaccio. Surtout. Donc là aussi, c'est une lecture pour la droite, c'est une inquiétude. On a entendu le maire d'Ajaccio qui dit bon, j'en prends acte, il va falloir recomposer, comme vous disiez. Hein. Bien sûr. Et bon, après, là, si vous voulez, on peut aborder la question des municipales. Ça pose la question des municipales. Est-ce que les nationalistes, la prochaine vague, ce sera la vague municipale des nationalistes? Bon, après, c'est un autre problème, mais on a vu au cours de ces élections que Ajaccio, Borg, Luciane, Porto Vecchio, Sartène, les nationalistes font de 55 à 65%. Donc effectivement, c'est une menace pour les maires en place. Alors soit ils se convertissent au nationalisme. Ça a déjà commencé pour ça a déjà commencé pour un certain nombre. Je pense à la mairie de Foriane, ils ont anticipé le mouvement. Il y a d'autres maires de petites communes dans le rural aussi qui ont appelé très clairement à voter Gilles Simeone. Ils ont compris d'où venait le vent. Après, donc, ils sont en position de force. Après, pour les municipales, le rapport au maire est différent. Il y a des relations de proximité. Et puis, le mouvement nationaliste est un mouvement qui a accédé il y a peu au pouvoir, qui n'a pas encore les cadres pour avoir des hommes ou des femmes en capacité de prendre les mairies partout. On n'a pas des Gilles Simeone dans toutes les communes. Alors, on a parlé de l'évolution du mouvement nationaliste en 40 ans. C'est le vrai défi. C'est celui-là, ce que disait Patrick, former des cadres pour tenter de répéter la victoire au municipal, par exemple. Ah oui, c'est-à-dire que là, le nationalisme institutionnel, aujourd'hui, souffre de cadres. Le groupe est fraîchement constitué. D'ailleurs, je crois même que FEM n'existe pas encore. Hein, sauf erreur d'erreur, voilà, c'est au mois de mars. C'est dans les tuyaux. Voilà, c'est dans les tuyaux, donc on va voir ce que ça va donner. FEM, voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, comme M. Simeone a élargi, je dirais, il fonctionne un peu comme en sciences po, on appelle ça les partis, en sciences politiques, on appelle ça les partis attrape-tout, ou de rassemblement, voilà. Donc, de fait qu'il a... populiste, vous diriez alors, oui, mais le mot populisme aujourd'hui est tellement... péjoratif, et puis voilà, on fait un inventaire à l'après-vert avec le populisme, c'est un truc extraordinaire. Mais il est dans un populisme people, si vous voulez, voilà. Quelque chose qui rassure, parce que il y a l'homme, mais il y a aussi le phénomène FEM. Moi, quand j'ai vu, c'était quand même 3000 personnes, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que d'un coup, vous aviez 3000 personnes à Courtier et 600 ou 800, ça dépend qui parle, excusez-moi, il y a eu du monde partout. À Ponténove, qui réunissait l'autre liste. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 3800 nationalistes prêts à partir au combat. Donc, les cadres, il les a. Maintenant, les militants surtout. Là. Les militants, mais même au niveau de ces militants, il y a plusieurs cadres. Prenons par exemple M. François Alphonse. M. Alphonse, après tout, c'est quand même un cadre assez connu, européennement connu. Il est président de l'Alliance Libre Europe Les Verts. Il a été pendant longtemps dans Région Peuple Solidaire. Il y a aussi une personne qu'on oublie un peu vite, je pense, c'est M. Jean-Christophe Angelini aussi, donc, qui est quand même le président du PNC, donc aujourd'hui numéro 3 de la liste. Donc... les cadres sont là. Oui, mais les gens qui ont 30 ans ou 25 ans, c'est pour l'avenir. Et qui ne pourront pas être à l'exécutif de Corse et maire. Mais non, il faudra voir aussi quelles sont les mairies les plus stratégiques que doivent
que doit gagner le siméonisme. Symboliquement, c'est les plus Ajaccio. gros, bien évidemment. Mais ça a été peut-être 4 ou 5, voilà. C'est des villes moyennes. Voilà, mais je pense qu'Ajaccio, ça va être la plus dure. Donc peut-être se focaliser plus sur Calvi, Porto Vecchio, vous voyez. Après, ils n'ont peut-être pas de cadre, mais les nationalistes auront un atout, j'y reviens, c'est qu'ils auront les cordons de la bourse. Tout à fait aussi. Alors, on va parler de la gauche. Bon, on a la République En Marche qui n'est ni droite ni gauche, une jambe gauche, une jambe droite, comme dit Jean-Charles Souch. Pays-motte, d'accord, je le note. Donc, pour le défi de la recomposition, ils n'ont pas réussi à rassembler les forces de gauche. Pour la première fois, la gauche républicaine, le PRG notamment, est absent de l'Assemblée. Oui, c'est la première fois qu'on voit un tel délitement. La gauche a explosé avant le début de ces élections, puisque cette tendance gauche républicaine, qui est sans doute aujourd'hui très, très faible numériquement et électoralement, mais elle existe quand même, elle a complètement disparu. Le mouvement LRM, bon, alors on n'avait pas de référence, c'est vrai, ils étaient absents aux autres élections territoriales, mais on va juste prendre la référence des législatives. Alors, bien sûr, ce n'est pas le même type d'élection, mais il y a quand même 25 000 voix aux législatives. 6 mois après, Jean-Charles Souch, au premier tour, d'abord perd 2 des 4 candidats LRM à l'élection législative. Ils ne sont pas sur sa liste. Marie UIG, il est parti, on ne l'a plus revu. Francis Odiot, lui, il a changé de liste, il est parti avec Jean-Martin Mandologne. C'est quand même pas très bien parti pour ce mouvement en Corse. Bon, Jean-Charles Souch, c'est bien, il était plutôt satisfait de son élection au premier tour. Je ne suis pas sûr que pour l'avenir, représentant le parti du président de la République, ce soit un bon démarrage. On verra ensuite. Ce qui est gênant aussi à gauche, c'est la disparition de la gauche sociale, de la gauche représentée longtemps par... C'est le plus inquiétant de la situation. Voilà. Alors ça, c'est quand même quelque chose de paradoxal, parce que, eu égard à la situation sociale et économique de la Corse, le taux de pauvreté important qui existe ici, le discours qu'a porté Jacques Casamart, qu'a porté cette frange-là, eh bien, il n'a pas été entendu. Dans ces quartiers, on en parlait tout à l'heure, leurs électeurs se sont réfugiés dans l'abstention. Même pas au Front National. On disait ailleurs, en France, oui, mais les gens votent plus Parti communiste, ils votent le Front National. Non, ici, même pas. Ils se sont réfugiés dans l'abstention. Et c'est peut-être encore pire. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce qu'en fait, finalement, on se retrouvait avec une crise de la gauche, c'est évident. On ne reviendra pas sur les casseroles du PRG. Et voilà. Mais pour revenir aux Insoumis, c'est que j'ai presque eu une sorte d'image, c'est-à-dire qu'on avait les Insoumis de Corse face aux Insoumis de France. Quoi. Et je crois que c'est là où ils perdent, malheureusement, ils ont perdu des voix, parce que les gens ne se sont plus retrouvés là-dedans. Bah, évidemment, quand on a des amis comme Mélenchon, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà, c'est clair. Mais... Et malheureusement, alors, ce qui est inquiétant, c'est, alors, est-ce que le siméonisme, l'autonomisme, enfin le nationalisme institutionnel, qui n'est pas forcément à gauche, malgré le discours qui est tenu, va réussir à faire une politique plus ou moins socialisante ou pas, parce que sinon, comme l'avaient souligné les Insoumis dans leur campagne, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une forte crise économique, les ronds-points apparaissent, etc. Mais il y a aussi 15 familles à peu près qui sont au-dessus de tout. Du pouvoir financier. Il y a la question aussi des jeunes, parce que comme vous le savez, je travaille sur les jeunes. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir des étudiants qui, après leur master, n'ont que seul avenir, c'est Pôle emploi. Donc, qui se sentent. Moi, ce qui me choque, c'est de voir des jeunes qui se sentent véritablement déclassés dans la société corse et nationale, et donc européenne. Et donc là, seule une politique de gauche pouvait peut-être amener des réponses, ou du moins rassurer cette jeunesse. Et là, aujourd'hui, j'espère que, bien que notre siméonisme est plutôt du socialo-libéral, mais j'espère qu'il n'oubliera pas que dans socialo-libéral, il y a socialisme, et donc à mener quelques réponses de gauche. D'un point de vue économique. La recomposition, là, on l'en voit assez mal. Si la République En Marche ne prend pas, la gauche, dans 2 ans et des municipales, comment elle va se recomposer, Patrick? Non, on n'en est pas à la recomposition, je pense qu'on en est à la décomposition. Non, oui, à la disparition. La disparition pure et simple. On dit ils ont disparu parce qu'ils n'étaient pas présents à cette élection. Je parle de la gauche dite républicaine, l'État, Titsoukarel, etc., Jagob, enfin tout ce courant-là. Mais s'ils avaient été candidats, vous pensez qu'ils seraient encore là aujourd'hui? Non, ils auraient disparu. C'est les urnes qui les auraient balayés. Donc ils ont anticipé la défaite en n'y allant pas. D'où le fait qu'il y ait si peu de listes. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'ils étaient en crise de participation et qu'ils ne pouvaient pas raisonnablement se présenter pour essuyer un échec. Ce qu'on voit mal aujourd'hui, c'est qui aujourd'hui peut se placer en responsable, en chef, je dirais, pour recomposer cette gauche. Jean-Charles Souch, ça va être très difficile. En plus, il était un peu à contre-courant dans cette élection. Jean-Charles Souch, qui est plutôt un progressiste, c'est quelqu'un d'ouvert, se retrouve à tenir un discours qui n'était pas du
tout celui qu'il a tenu durant la mandature de Paul Jacob. Et surtout, aller chercher sur les relations avec les nationalistes. Exactement. Jean-Charles Ansouche était plutôt nationalo-compatible. Et d'un seul coup, il se retrouve quasiment à front inversé. D'ailleurs, on lui aurait fait des offres pour rejoindre la majorité territoriale, si l'on en croit ses propos. Je ne vois pas comment il va falloir qu'il clarifie politiquement. Ou il fait une gauche, il rassemble une gauche autonomiste, cette fois-ci progressiste, mais avec un fort marqueur de gauche, ou alors il reste dans cette espèce de démarche un peu ambivalente, et en coupant les ponts avec Paris, c'est ça le problème. Et en coupant les ponts avec Paris ou pas? Parce que symboliquement, pour moi, l'erreur de Jean-Charles Ansouche, c'est d'aller demander l'investiture aux Républicains En Marche. Mais si j'entends, en plus, ça a donné lieu à un psychodrame avec Michel Barra, etc. On a oublié. Enfin, bon, ça a plombé complètement sa campagne au tout début. Les investitures au niveau. Voilà, bon, aller chercher l'investiture à Paris. Mais comment rassembler la gauche avec l'étiquette En Marche? C'est vrai que c'était compliqué. Et son problème, en plus, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris le Premier ministre, il incarnerait ce girondinisme. Donc, que faire? Vous voyez, donc, est-ce qu'il va essayer de continuer vers ça? Est-ce qu'il va essayer, finalement, ce qui serait plus naturel de se rapprocher des autonomistes? J'avoue que sa situation, ça correspond bien à ce que vous avez dit tout à l'heure, une jambe à droite, une jambe à gauche, quoi. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il coupera les liens avec la République En Marche? Alors, sans doute sur l'avenir dépend de ça. Être le soutien de la politique d'Emmanuel Macron en Corse, pas seulement sur les problèmes de la Corse, y compris sur les problèmes sociaux. C'est le grand écart. Je souhaite bien du plaisir. Alors, la voix des communistes va disparaître de l'Assemblée de Corse, on l'a dit. Une voix qu'on a moins entendue dans l'Assemblée, c'est le Front National, mais elle disparaîtra aussi. Ils n'ont plus d'élus, Jean Vitus. Plus d'élus parce que ils ont fait une brève apparition entre 2015 et 2017. Ils étaient absents depuis 1992. Bon, c'est pas le fait du hasard non plus. Alors c'est vrai que Le Pen fait 48% aux élections. 63 000 voix. Voilà, aux élections présidentielles. Mais ensuite, ça s'écroule. Aux législatives, ils ne dépassent pas, si on les réunit, ils choisissent d'autres camps, selon vous. Évidemment. L'électorat n'est pas parti tous dans l'abstention, ne sont pas tous partis. Évidemment, une partie, c'est le mouvement nationaliste qui les a captés. Il ne faut pas nier l'évidence. Une partie à droite. Déjà en 2000. Pardon. Le problème, c'est que le Front National, enfin pour le Front National, c'est qu'il n'a strictement aucun ancrage local. Et à chaque élection, c'est la même chose. Et il propose une armée mexicaine pour réussir quelque chose. Et en plus, il y a un discours qui est complètement contradictoire entre ce que raconte Le Pen au plan national par rapport aux régions, l'unité de la France, et le discours que peuvent tenir ces responsables locaux qui, eux, seraient plutôt corsistes. Parce qu'en fait, si vous voulez, le problème du FN, il faudra voir maintenant avec le départ de M. Philippot, ça peut être autre chose. Le FN va proposer d'autres discours. Mais aujourd'hui, ce qui a amené les 4 élus, puis 3, parce qu'il y en a un avait démissionné en 2015, c'était 1, le soutien des réseaux sociaux, 2, le phénomène fachosphère, ce qu'il ne faut pas oublier, et surtout le discours qui était, parce que c'est pour ça que je parle d'armée mexicaine, parce que là on se demandait qui était vraiment, quel était leur leader, mais surtout ce qui était intéressant de voir, c'est qu'au final, le FN avait joué sur les vieux discours, par exemple de Mussolini avec les patries charnelles. Je me souviens, j'entends encore Mme Le Pen le dire à Ajaccio, ou le provincialisme aussi, et ça c'est M. Pétain. Et là aujourd'hui, ça n'a pas de prise. Pourquoi? Mais comme vous l'avez dit, Jean Vitus, c'est parce que le Front National, oui, mais l'extrême droite, non. C'est-à-dire que l'électorat frontiste en Corse n'est pas FN pur jus, on va dire. Voilà. Messieurs, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. On vous suivra sur les ondes d'RCFM, Jean Vitus sur France 3. On se retrouvera bien sûr pour suivre le début des discussions avec le gouvernement, mais aussi pour une édition spéciale le 2 janvier 2018 pour vous faire vivre l'installation de la toute première collectivité de Corse. A ringraziarvi a tutti, buonasera e buone feste, Monteviastilda.